c'est aussi par notre parcours académique qu'on a eu envie de faire ce boulot et parce qu'on a croisé des profs qui s'intéressaient à ce genre de sujet, qui nous ont fait faire des TP un petit peu euh, euh, originaux, qu'on a eu envie de se lancer après, de faire ce métier. Donc, c'est un juste retour des choses. Euh, voilà, on va se mettre bien, très bien. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, parfaitement. Et je sais la qualité du diaporama. Je sais que vous avez passé énormément de temps. Et Et d'argent, oui, je tiens sur mon souligne. Non, non, mais encore une fois, on avait beaucoup de matériel à disposition parce que c'était une approche expérimentale. On a beaucoup documenté en photo et en vidéo. Ça aide beaucoup à illustrer un diaporama, évidemment. On va s'appuyer sur l'excellente présentation de Raphaël. Merci, hein, parce que pour accélérer ce slide qui présente juste les bases de la mission Insight, je vais juste en profiter peut-être pour dire qu'est-ce qu'on fait, Emilien et moi, ici au CNES. On est ingénieur opération dans un ensemble de centres de contrôle qui s'appelle le FOX, French Operation Control for Science and Exploration. Et donc, on opère d'ici des instruments des missions martiennes en particulier. Donc, il y a MSL, Mars 2020 et InSight, donc sur la mission sur laquelle on travaille. Notre boulot, c'est de programmer l'instrument avec les demandes scientifiques qui nous arrivent, avec eh bien, le manuel d'opération aussi de cet instrument qui vient, et de faire un bilan de santé quotidien et des reportings hebdomadaires sur son sujet. Voilà. Il y a une partie aussi de notre équipe qui met à disposition les données scientifiques, qui s'occupe de ce qu'on appelle le segment sol, qui est l'ensemble de l'informatique et du réseau ici qui permet de supporter cette mission depuis la Terre. Un petit time-lapse offert par notre chef de projet, Charliana, qui nous permet de voir un petit peu plus comment s'est passé le déploiement. C'était il y a un peu moins de 3 ans là, pour ces images-là. Et juste pour mettre une image sur ce mot câble qu'on va utiliser sans arrêt dans la présentation, en anglais qui est tether, mais on a essayé de le franciser avec câble. C'est ce harnais qui relie l'atterrisseur d'Insight sur lequel est posé l'appareil photo là, qui prend les différentes photos et le sismomètre qu'on voit tout au bout là, dans le champ d'expérimentation. Et donc ce câble, en fait, c'est un ensemble de pistes imprimées qui sont superposées les unes sur les autres, empaquetées là, et qui permet d'alimenter l'instrument en énergie, qui permet aussi de lui envoyer des commandes et qui permet aussi de faire tous les retours des données sciences. En fait, le maximum de l'électronique a été déporté dans l'atterrisseur pour ne pas polluer l'instrument. L'instrument, il y a vraiment le minimum d'électronique à sa proximité, et d'où le nombre de pistes qu'il y a dans ce câble qui passe. Donc, on nous a demandé d'enterrer ce câble. Alors, mais pourquoi une idée si saugrenue? En fait, l'équipe scientifique a remarqué dans ces signaux sismiques bruts ce qui a pris le nom de glitch et qui semble être des micro-craquements dus à des phénomènes thermiques, et en particulier la baisse de température qu'il y a en fin de journée autour du lander. Cette baisse de température ferait craquer ce câble par microdilatation et par friction avec le sol, et c'est ce dont on voulait se débarrasser. L'idée, donc, c'était de recouvrir le câble avec un peu de ce qu'on a à disposition pour pouvoir augmenter son isolation thermique et un petit peu l'inertie autour pour éviter qu'il perde 80 à 100 degrés en 1 heure de temps à la fin de la journée martienne. Alors, du coup, nous, on nous a dit de faire ça. C'est assez original d'ailleurs. Moi, c'était la première fois qu'on me demandait de faire un truc pareil au CNES. Afin d'augmenter l'inertie thermique de l'environnement du câble, il faut une épaisseur minimale de régolithe. Finalement, le seul matériel qu'on a à disposition, c'est le régolithe martien autour de nous. Donc, il va falloir s'en satisfaire, même si ce n'est pas un super isolant. Et donc, l'épaisseur, elle était à définir dans nos discussions. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre dans ce slide et on va suivre le cheminement là, de toute notre réflexion depuis le moment où on commence à aborder le sujet jusqu'à sa réalisation sur Mars. Et donc, notre première chose, c'est bon, c'est pas l'épaisseur. Par contre, on va la garder en variable. Hein, on sait qu'il y a une épaisseur. Donc, en gros, idéalement, le lieu géométrique du gyroguélite qu'il faudrait mettre, ça ressemble à une espèce de volume comme ça. Mais bon, très vite, on se rend compte que ce n'est pas réaliste.
et que le régolithe martien, c'est un peu comme du sable, on va dire, et qu'il a ce qu'on appelle un angle de repos. C'est des propriétés, des propriétés mécaniques des matériaux granulaires. Et cet angle de repos, il est estimé à peu près à 30 degrés pour le régolithe martien. Donc, on se retrouve avec un volume qui n'est pas idéal pour recouvrir le câble. Donc, on sait qu'on va déjà perdre pas mal de masse dans la forme de ce volume. En plus, là, on fait pas mal de simplifications pour un petit peu se faciliter la vie, mais il y a des petits points d'attention qui surgissent et sur lesquels on essaie de revenir plus tard dans la présentation. Il y a quand même un pont qui peut s'avérer problématique. Si vous avez regardé attentivement la vidéo du déploiement, tout à l'heure, on voyait la pelle qui venait tirer un petit peu sur le câble pour venir le détacher du bouclier. C'est une opération nominale, mais cette opération, elle a créé une sorte de pont au-dessus du régolithe. Donc ici, il n'est pas strictement en contact avec le sol. Et on verra à peu près dans quelle mesure plus loin. Emilien nous montrera ça. Il y a une masse d'ancrage sur ce câble qui est censée faire en sorte qu'il ne glisse pas trop. Elle dépasse de 4,5 cm de la hauteur du câble. Donc pareil, là, il va peut-être falloir prévoir un volume supplémentaire d'enfouissement autour de cette protubérance. Et enfin, il faut respecter le découplage mécanique entre la jupe du bouclier au-dessus de SACE et le câble. Et donc là, on n'a pas le droit de mettre de sable à cette interface-là. De venir coller du sable à la jupe du WTS, ça serait un gros problème. Donc, il faut être assez précis. Alors, le problème, c'est qu'en matière de précision, le seul outil qu'on a pour travailler, c'est une pelle au bout d'un bras robotique qui est opéré par le JPL. C'est très précis, mais c'est en boucle ouverte, hein, soyons clairs, et ça travaille dans un champ reconstitué en 3D des éléments, donc il y a certaines imprécisions, des angles de garde, des distances de garde, pardon. Donc, c'est une précision toute relative. Et ce bras, il est articulé, il y a un axe d'azimut qui est situé au niveau du joint d'épaule. Ce joint d'épaule, il a aussi un axe d'élévation. Et enfin, un coup d'un poignet avec 2 axes d'élévation. Donc, c'est assez simple. Et ça a permis de faire tout le déploiement. Et vous allez voir, ça nous permet de procéder à l'enfouissement du câble. Pour travailler ici, eh ben, encore une fois, on n'avait rien. Donc, on a essayé de commencer avec tout simplement les schémas de la pelle et d'essayer de la fabriquer en fabrication additive, donc avec un peu de plastique, une imprimante 3D. Là. Notre premier modèle de pelle, il faisait 130 cm3 parce qu'on avait une ancienne version de CAO de cette pelle. On va y revenir un peu après. Donc, on avait une pelle, on savait à peu près ses dimensions, on sait à peu près le volume qu'on veut créer. Donc là, on va pouvoir commencer à fabriquer nos opérations, à savoir combien de coups de pelle il va falloir faire pour faire ce volume de recouvrement. Et en estimant une pelletée à 130 cm3 et en considérant qu'on va enterrer à peu près 1 mètre de câble, on a une relation entre la profondeur d'enfouissement souhaitée, ce qu'on avait laissé en variable tout à l'heure, et le nombre de pelletées pour le réaliser. C'est ce qui est présenté dans le graphe en dessous. Donc, on voit que si on voulait enfouir de 5 cm, ce qui était un petit peu les discussions de départ, il faudrait quelque chose de l'ordre de 50 à 100 pelletées. Et encore, là, je suis gentil, puisque 130 cm3, en fait, on l'avait surestimé du double. Donc, en fait, la pelle, elle fait plutôt 70 cm3. Donc, voilà, l'ordre de grandeur, c'est 3 chiffres pour le nombre de pelletées pour réaliser un volume d'enfouissement. De l'autre côté, on a au JPL nos partenaires qui manipulent le bras et qui ont des cycles opérationnels assez contraints et qui disent on va pouvoir une fois par semaine faire une pelletée. D'accord. Et en plus, l'énergie est limitée, donc on ne pourra pas en faire tout le temps. Et en plus, le régolithe qu'on peut collecter, on ne peut pas l'attraper n'importe où autour du lander. On a une zone assez optimale où le bras peut atteindre et collecter ce régolithe. Et en dehors de ça, il n'est pas trop collectable. Résultat, on demande au JPL combien de pelletés eux comptent pouvoir faire, quelle est la possibilité, et là on tombe sur 6 ou 8 pelletés. Donc là, effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études pour comprendre que ça ne va pas coller et qu'on ne pourra pas faire ce volume avec cette méthode-là. Évidemment, on pourrait renverser la table et dire, eh bien, écoutez, finalement, on ne fait rien puisqu'on est vraiment loin de l'objectif. Et on a quand même décidé de continuer à travailler parce qu'on s'est dit on peut au moins avoir peut-être un bénéfice partiel de cette opération, donc il faut aller au bout. Et on va dire qu'on va voir ce qu'on peut faire avec 6 ou 8 pelletés, tout simplement. On va positiver, voir ce qu'on peut faire avec 6 ou 8 pelletés d'un godet qui fait, alors là on l'a recalibré à 70 cm3,
Et pour ça, il va falloir un petit peu s'intéresser à la géométrie du tas qui est formé par la pelle. Ça, c'était indispensable, puisqu'à 6 ou 8 pelletés, ça prend une importance capitale. Quand on faisait un gros volume, on pouvait se dire, bon, à quelques pelletés près, on en perd, etc. C'est pas bien grave. Là, il va falloir les disposer astucieusement, ces tas. Donc, il faut connaître en premier lieu leur forme. Donc, on a utilisé la réplique de la pelle, qu'on avait obtenue par fabrication additive. Et on a utilisé aussi un sable qui est proche, un sable de roche, qui est proche supposément du régolithe martien, qui nous a été fourni par le JPL et qui est utilisé ici au CNES dans un banc de test dans lequel on a un modèle de qualification de l'instrument SACE. Et on a essayé de faire des dépôts de sable avec cette pelle, à la main, pour essayer de voir à quoi il ressemblait. Et ce que vous avez à droite, c'est un dépôt avec la pelle qui a été fabriquée à 70 cm3 de capacité, déposée sur un modèle de qualification du câble et de 30 cm de hauteur. Alors, sur la photo, on ne voit pas, mais ça fait de la poussière. Donc, on a calculé ces dimensions qu'on avait recréées de tas et on a essayé de trouver une stratégie d'alignement des tas. Et là, ce que vous voyez, c'est la vidéo de notre première expérimentation où on va tenter de faire ces tas en séquence dans notre bac à sable, entre guillemets, au CNES, pour valider une idée. L'idée, c'était d'alterner des doubles dépôts et des simples dépôts. Là, on voit qu'on a fait 2 dépôts sur cette masse d'ancrage au départ et qu'ensuite, on vient faire 2 dépôts assez originaux puisqu'on utilise le bouclier pour faire une indirection du trajet du régolithe. Dans le véritable schéma de la stratégie qu'on a finalement mis en œuvre sur Mars, en fait, on a commencé par ces dépôts sur le bouclier. Mais ici, là, dans notre test sur banc, on avait fait cette hypothèse-là en premier. Voilà, ça, c'est un simple dépôt qui vient s'intercaler entre 2 doubles dépôts. Et voilà, et on fait en fait la symétrie ensuite derrière cette masse d'ancrage. J'en profite pour dire que là, les vidéos qu'on voit, bon, on les a capturées assez simplement à la webcam et avec assez peu de matériel. On a beaucoup travaillé en mode atelier ou laboratoire. C'était assez passionnant, grâce à Émilien, grâce à Nicolas Verdier aussi, qui nous avait rejoint là, pour cette opération. Voilà, donc là, ce que vous voyez, les trous là dans les tas, c'est qu'on est venu sonder avec des pics à brochettes pour savoir quelle est la profondeur du tas en question. C'est un excellent outil de mesure, le pic à brochettes, hein, il s'avère. Donc, pour résumer, la solution alterne dépôt et double dépôt, elle permet de couvrir environ 25 cm de câble, mais avec une épaisseur de seulement 1,5, 2,5 cm selon les endroits. Mais quand même, pour 6 à 8 dépôts, c'est pas mal, c'est assez homogène. Donc, on est parti sur cette idée-là. Et comme je vous le disais, donc, l'ordre des dépôts a été légèrement modifié. On a commencé par le dépôt indirect, finalement. Et donc, on a nommé chacun de ces tas résultants avec des lettres, bon, qui sont aussi finalement des noms de pics des Pyrénées, parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, on est à Toulouse. Hein. Et voilà, donc là, on a fini de construire une stratégie pour la programmation. Pendant qu'on faisait tout ça, le côté de JPL, ça travaillait déjà à la collecte du régolithe, et notamment par raclage. Donc, ce qu'on voit, c'est que la pelle est venue dans le champ de travail des instruments pour venir un petit peu pousser, gratter ce régolithe pour en faire un premier tas. Et c'est dans ce tas que venir être collecté ensuite le remplissage de la pelle pour être déposé sur le câble. Donc ça avait été préparé un petit peu avant. Ensuite, il a fallu un petit peu savoir, bon, très bien, mais où on pose ces tas. Et là, il faut prendre garde au mouvement de la pelle. Et il y avait 2 hypothèses pour le mouvement de la pelle, 2 possibilités offertes par JPL. C'était une rotation simple du joint de poignet. Et sans surprise, on se rend compte que ça étale le régolithe sur une longueur de câble assez importante et on n'a plus le joli tas qu'on avait fait à la main au début. Soit une rotation composée des joints qui présente l'avantage de faire un dépôt relativement précis. Elle semble plus complexe, mais en fait, à la programmation, la rotation composée se fait bien et c'est finalement la solution qui a été choisie pour mettre en œuvre le plan. Tout ça, c'est pareil, hein, ce sont des tests qui ont été conduits, alors là, par Nicolas Verdier, avec notre modèle imprimé de pelle. Hein. Donc, on est toujours dans notre mode atelier labo. Désignation de la cible. Pour donner
une position, puisque le GPL demande une position, il faut un référentiel. Et le premier référentiel qu'on a choisi pour l'activité, c'était de choisir comme origine la masse d'ancrage. Alors là, on ne la voit pas sur le schéma, mais supposée ici. Et puis de définir deux axes, un axe transverse, X, et un axe longitudinal au câble, Y. La hauteur du dépôt, elle est contrainte par le bras parce qu'il y a des mouvements et des volumes occupés par le bras qui font qu'on ne peut pas descendre en dessous de 45 cm au-dessus du câble pour faire le dépôt, voire même 55 au-dessus du bouclier. Donc ça, c'était une contrainte, c'était fixe, on le savait. Donc, il a simplement fallu remonter la position souhaitée du dépôt à la position de l'appel, en considérant simplement une chute libre de régolithe. Et franchement, très simplement, à un simple ordre, parce que là, on ne s'attendait pas non plus à avoir une précision centimétrique. Donc voilà comment on a procédé. À noter, l'alignement du bras n'était pas dans l'alignement du câble, ce qui est quand même ce qui peut être un tout petit peu piégeux, puisque il faut prévoir un léger déport de côté pour pouvoir compenser justement le trajet dans cette chute libre et qui va amener ensuite le régolithe dans l'axe. Et donc là, on avait fini absolument toute notre stratégie. On avait tout prévu, on avait tout fait. On était en fin de semaine, c'est allé très vite, hein. On était mi-mars. Et donc, avec Emilien, on s'est dit, bon, on va se passer un peu de musique tranquille ce week-end, hein, en attendant de voir le résultat, puisque toute la programmation se faisait sur le samedi. L'exécution de la programmation se faisait le dimanche. Et donc, on a attendu patiemment les résultats. Et le lendemain matin, eh bien, c'est Emilia qui va nous décrire ce qu'on a constaté sur les images qui descendaient d'Insight. Emilia, on ne t'entend pas. Je pense que tu es… Exactement. Voilà. On ne t'entend pas, Emilien. Oui, là, on n'entend pas. Il y a un petit problème. Je vais prendre son relais vite fait, le temps qu'il raccroche. Donc voilà, ça, c'est l'animation de ce qui s'est passé. C'est l'animation de toutes les photos qu'on a eues sur le premier jour. Ça veut bien partir. C'est pas évident. Ah. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est mieux. Oui, désolé, une coupure réseau. Vas-y, je te laisse faire. Ok, me voilà. Très bien. Donc comme disait Rémi, voilà, nous, on attendait ce premier résultat sous forme d'image. Alors, à savoir que nous, on n'a pas un canal d'accès privilégié à ces images-là et que, un petit peu comme n'importe qui, on les attendait sur Twitter, puisqu'elles sont diffusées en direct dès la réception, sans filtre. Donc, on était un peu sur nos téléphones le dimanche pour suivre ça et le lundi matin pour voir les premières images. Voilà. Et donc, joie de découvrir que, effectivement, ce premier dépôt s'est passé, je dirais, au moins c'est passé, c'est opéré de manière quasi nominale. On a réussi à acquérir le régolithe dans la pelle et à viser ce qu'on appelle le WTS, là, ce bouclier. Alors, avec un dépôt qui n'est pas extrêmement précis, on y reviendra, mais pas complètement à côté non plus. Donc, pour ce premier dépôt, ce qu'on appelle Aneto numéro 1, c'est un quasi-succès. On va voir ça par la suite. On a ici le découpage de toute la phase, comme on l'a expliqué précédemment, on a deux caméras, une sur le bras qui est en bas et une qui est fixe sur le lander qui est en haut. Et chaque opération a été capturée à différents moments. Donc, ce qui nous permet d'avoir des images intermédiaires intéressantes à analyser, notamment sur le contenu de l'appel avant le dépôt. On y reviendra un petit peu plus tard, puisque ça nous a servi aussi à l'estimation du volume de régolithe acquis. Voilà. Et donc, on a la surprise, comme beaucoup de monde, de découvrir ce bouclier avec cette traînée blanche qui a finalement été nettoyée par la poussière, qui n'était pas du tout un effet escompté au début, mais pareil, on en reparlera un petit peu plus tard, qui a aussi aidé à faire germer l'idée du nettoyage des panneaux. Donc ça, c'est toute la partie acquisition des dépôt. Voilà. Suite à ça, eh bien voilà, enfin des données à analyser et on va pouvoir un peu confronter nos hypothèses
à quelque chose qui s'est réellement opéré sur Mars. Donc, on voit que on était bon quand même sur le volume acquis dans la pelle. Alors, si vous voyez l'image du milieu à gauche, donc c'est l'image sur Mars, et on a essayé de reproduire, Nicolas a reproduit de son côté, pardon, en bas à gauche, la même pelle avec un volume à peu près équivalent, la même ombre portée pour vraiment estimer aussi de son côté le volume acquis, ce qui est important pour nous. Donc, on se rend compte que c'était plutôt bien. Si vous voyez les deux barres dans l'image en bas à droite, il y a ce qui a été réalisé avec la barre blanche et ce qui était visé idéalement avec la barre verte. On n'est pas très loin. Quand on est à des millions de kilomètres, c'est plutôt bon. Forcément, on s'attendait à avoir un léger biais et c'est ce qu'on va analyser par la suite, puisqu'il nous reste au moins 6 dépôts, donc on va essayer de corriger ça. Voilà. Alors, à comprendre aussi, c'est que on a un cycle opérationnel, c'est-à-dire cette opération-là, elle s'inscrit dans tout ce qu'on fait sur Mars et qu'on a beaucoup de contraintes. Ces plans-là ne sont pas improvisés, ils sont décidés, il faut réaliser ça quasiment 10 jours à l'avance, le temps qu'ils soient validés en interne, testés, approuvés par l'ensemble des acteurs des opérations, puis envoyés sur Mars et enfin exécutés. Donc, on a toujours un décalage dans le rythme opérationnel. C'est-à-dire on ne peut pas corriger à la volée quelque chose aussi facilement. On peut corriger sur à peu près 1 centimètre au mieux au dernier moment, mais guère plus. Donc, il faut toujours qu'on joue avec un coup d'avance et en essayant de corriger notre biais petit à petit. Ça a été tout le défi de ces 2 mois d'opération, de courir entre les premières images qui arrivaient le dimanche soir ou lundi matin, fournir éventuellement une correction au dernier moment le lundi, lorsque l'équipe du bras pouvait encore les prendre en compte, et tout de suite penser au dépôt d'après. Voilà, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est vraiment sur un temps à la fois très accéléré entre les informations qu'on a et la possibilité de les programmer, et puis un cycle long entre ce qu'on a vraiment programmé et les images qui descendent. Alors, effectivement, suite un peu à ce dépoussiérage qu'on a vu sur le bouclier, eh ben, ça a interloqué beaucoup de monde, à la fois dans les équipes d'ingénierie, de sciences et même sur les commentaires des réseaux sociaux. Ça a vraiment intrigué. Et de la blague de on pourrait peut-être nettoyer les panneaux, bah, c'est devenu quelque chose d'un peu plus sérieux, en disant il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, on a une communauté scientifique, alors très orientée géologie, granulométrie, atmosphère, qui s'est greffée à ces opérations pour essayer de profiter de l'occasion pour y inclure des sortes de micro-expériences sur la dispersion et éventuellement monter un modèle et voir ce qu'on aurait pu faire pour les panneaux. Voilà. Alors, pour nous, l'objectif était toujours le même, hein, de continuer à enterrer le câble, mais avec discussion, avec estimation de risque, etc., on a parfois accepté de faire ces dépôts à des moments où on savait qu'il y avait plus de vent pour pouvoir analyser cette dispersion et voir s'il n'y avait pas un coup à jouer, justement. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, ici, on résume à peu près 60 sols d'opération en un slide. Vous avez tous les dépôts successifs. Alors, on voit qu'il y a le premier à gauche que vous aviez vu, le suivant qui s'est aussi fait sur le bouclier, un peu plus centré. Ensuite, on a quitté cette zone du bouclier, on est venu plus près du lander à quelques centimètres. Puis, petit à petit, on a réussi à recouvrir la masse d'ancrage. Voilà. Donc, au bout de 6 dumps, on est arrivé à quelque chose déjà d'assez correct sur la zone qu'on voulait. Et de toute façon, on commençait à être limité par l'énergie et par la priorité des opérations. C'est-à-dire que
eh bien, il a fallu aussi à un moment trancher de ce qu'on faisait de l'énergie restante avant la phase de conjonction et de se dire, est-ce qu'on continue à enterrer ce câble ou est-ce qu'on fait une tentative de nettoyage de panneaux solaires qui, par contre, a un enjeu vis-à-vis de la mission qui est plus important. Voilà. Donc, on voit ici les 6 jokers qu'on a eus pour enterrer ce câble. Sur le slide suivant, je crois que oui, voilà, c'est la comparaison voilà, entre le plan initial prévu à gauche et ce qui a été réalisé à droite sur Mars. Donc on voit bien que l'ordre d'état n'a pas été exactement ce qui a été pensé. Ça, c'est dû aussi au fait des opérations. Ce n'est pas un plan qu'on déroule non plus sur plusieurs semaines, mais il y a des itérations. On discute de l'avantage d'un dépôt par rapport à un autre. Il y a des contraintes vis-à-vis du bras, etc. Mais on est arrivé à peu près à recouvrir cette zone avec à peu près entre 1 et 1,5 cm sur la portion qu'on a visée. Alors, là, à ce moment-là de la mission, la priorité a été donnée au nettoyage du panneau solaire, aux tentatives, ce qui a été long puisqu'il a fallu aussi faire des tentatives un peu dans le vide auparavant. Et pour nous, ça a été l'occasion de se dire, tiens, maintenant, on a un petit peu de temps pour réfléchir à la stratégie de ce qu'on appelle le pont. C'est-à-dire, on voit que sur des images avec un soleil un peu rasant, on a une ombre portée du pont, ce qui nous laisse comprendre que la lumière passe dessous, donc il y a du vide. Donc, si on dépose du rigolite directement dessus, on approche du risque de le faire fléchir et éventuellement de repousser le câble en direction de l'instrument. Et ça, c'est quelque chose qu'on va absolument éviter, puisque dans l'image de droite, vous voyez que, alors on ne le voit pas sur Mars, mais c'est exactement. Petite coupure. Peut-être avons-nous reperdu Aurélien? Oui, c'est possible qu'on perde un petit peu. Juste, je vais expliquer à sa place qu'on voit à droite, le LSA, là, c'est vraiment un découplage mécanique entre le câble et l'instrument. L'idée, c'est de ne pas transmettre les déplacements du câble au sismomètre. Donc, il ne faut surtout pas recoller ces deux plaques qui ont été décollées dans la vidéo qu'on a vue du déploiement tout au début. Je vais avancer un peu pour ne pas prendre de retard, mais dès qu'il est de nouveau en ligne, je laisse Emilie reprendre. Donc, pour couvrir le pont, la méthode qui a été choisie, c'est de récupérer une image récente en lumière rasante et de regarder un petit peu cette ombre projetée. Voilà, donc on va faire quelques rectifications. Ah, c'est là, Emilien? Oui, oui. Parfait. Je suis navré de cette connexion. Sur le LSA, je te laisse reprendre sur le… Parfait. Donc, voilà, comme Rémi l'expliquait, voilà, c'était de prendre une image la plus intéressante possible avec cette lumière rasante qui nous met vraiment en évidence la forme de ce pont. Ensuite, ça a été d'une manière assez pragmatique l'idée de la quantifier en prenant 25 échantillons, de les mesurer et d'essayer d'appliquer quelque chose de proportionnel au regard de la hauteur de la masse d'ancrage, dont on connaît la hauteur dans la réalité et dont on peut mesurer l'ombre portée. Et en rapportant ça à l'ombre portée du pont, on arrive à le remodéliser chez nous, puis de l'imprimer à l'échelle et enfin de le reconstituer dans notre environnement de test, notre bac à sable, en formant le câble suivant cette courbe. C'est ce qu'on voit sur l'image juste après. Voilà. Ça, c'est une fois qu'on l'a reformé chez nous, on se rend compte de ce qui se passe vraiment sur Mars, de cette hauteur-là. Et on retrouve voilà, il y a une analogie ici qui est faite entre les éléments visuels du câble sur Mars et ceux qu'on retrouve dans notre bac à sable. Donc, à partir de là, maintenant, on avait la contrainte remodélisée chez nous, on a pu établir une stratégie. Et c'est ce qu'on voit juste après en réfléchissant. L'idée, c'était d'utiliser l'angle de dépôt du régolithe non pas s'appuyant directement sur la surface plane du câble, mais en essayant de l'approcher par les côtés pour combler au mieux la partie sous le câble et qu'une fois qu'on dépose dessus, il s'affaisse le moins possible. Alors, tout ça, on l'a fait sous contrôle à la fois de ce qu'on faisait en termes de dépôt et
des deux plaques qu'on mesurait en temps réel pendant les dépôts pour s'assurer qu'elles ne bougent pas du tout, qu'il n'y ait pas d'impact. C'était vraiment ce qu'il fallait démontrer auprès du JPL, être capable de faire cette opération-là. Voilà, donc ce qui s'est passé, on est arrivé à la fin avec ce modèle en disant, voilà, on a une stratégie en 12 dépôts ou 16 dépôts, je crois, qu'on a pu présenter. Je laisse Rémi conclure sur cette opération. On a présenté cette stratégie et finalement, on ne l'a pas exécutée, hein, puisque, comme on l'a compris, les ressources elles étaient utilisées au nettoyage des panneaux solaires qui avait un aspect beaucoup plus vital pour la mission. Hein. Soit on choisit de plus du tout avoir de données, soit on a de la donnée un peu mieux. Bon, ben voilà, hein, c'est le risque de ne plus du tout avoir de données qui est prioritaire, évidemment. Mais quand même, on peut tirer un bilan donc, de l'activité, et de ce qu'on a fait sur Mars, de ce qu'on a répété au sol et tout ce qu'on a appris. Clairement, au final, on n'a pas pu mettre en évidence qu'on avait diminué les glitches. L'objectif initial, là, qui était de réduire ces glitches là, dans les données sismiques, c'est vraiment pas du tout clair, ou en tout cas, c'est vraiment dilué dans une variation saisonnière qui est de plusieurs ordres plus grande que ce que nous, on aurait apporté comme bénéfice. Il y a en effet un décrochage ici à cet endroit-là, mais il n'est pas dû à notre enfouissement. Ça, ce qu'on voit, c'est une courbe du nombre de glitches par sol qui nous est fourni par l'Institut physique du Globe de Paris. Voilà, ils ont continué à monitorer un petit peu ça pour essayer de nous donner une mesure de ce qu'on faisait. Et ce qu'on voit là, en fait, c'est juste une variation saisonnière qui est liée en fait au minimum de température au même moment de la journée. Et finalement, cette courbe-là, elle suivrait bien ces variations saisonnières et pas tellement nos activités. Bon, en même temps, on était un peu prévenus. Hein. Quand on a calculé le nombre de pelletés pour faire le volume théorique et le nombre de pelletés qui étaient disponibles, on savait qu'on n'allait pas très loin. Et puis, bon, on n'a couvert que 20 cm sur le mètre 50 de câble qui est disponible à enfouissement, et l'épaisseur aussi, elle est à discuter. Donc, le résultat, et oui, il est à mettre en regard de ce qu'on a effectivement fait. Mais bon, on a quand même fait certains dépôts pendant des heures plus venteuses de la journée, puisqu'on le faisait classiquement plutôt en fin de journée. Et les heures venteuses, là, vers 11 heures locales, martiennes, autour d'Insight, ont permis par opportunité de faire des travaux de granulométrie, de regarder la dispersion du régolithe par le vent et de regarder ce qui était porté loin, ce qui ne l'était pas, en quelle proportion, et du coup de faire une estimation de la composition granulométrique du régolithe martien. Donc, c'est quelque chose que je tiens à souligner dans ce slide de conclusion, là, dans lequel vous allez voir une petite vidéo justement de monitoring du LSA et de notre stratégie d'enfouissement du pont, là, comme une scène post-crédit d'un très bon film au cinéma. Donc, c'est une activité génératrice. Pourquoi? Parce qu'on est parti sur un travail d'ingénierie, à une demande scientifique, mais on est parti sur un travail d'ingénierie et finalement, ça a apporté des opportunités pour travailler, pour créer des thématiques. Le régolithe par le vent, le nettoyage des panneaux solaires, etc. Enfin, on a bien réussi à cerner ce qu'on voulait faire sur cette opération parce qu'on avait un environnement au CNES qui le permettait. C'est-à-dire que c'était bien d'avoir notre champ de test avec notre régolithe simulant pour pouvoir avoir une forte réactivité. Enfin, tout ce qu'on a vu là, c'est pris avec des webcams, avec OBS Studio, on a utilisé GIMP. C'est des outils numériques innovants qu'on n'a pas du tout l'habitude de manipuler dans la sphère professionnelle et qui, là, sont avérés très, très pratiques. Et enfin, évidemment, c'est un sujet de communication en or parce que déjà, on adore parler de cette opération-là. Elle est singulière. Et elle fait, encore une fois, comme dit Émilien, réagir un peu les réseaux sociaux, et je pense à juste titre, parce que ça interpelle. Voilà, on espère que ça vous a intéressé, et puis si vous avez des questions, on est à votre écoute. On aurait dû acheter un buzzer chacun, Émilien, pour répondre aux questions, mais c'est vrai. On l'a pas. Merci à vous deux. Déjà, dans les commentaires, comme vous avez peut-être pu le voir, on est fasciné par le fait que vous puissiez travailler au CNES et jouer dans un bac à sable. C'est formidable. Ça paraît si simple. Ça paraît vraiment si simple. C'est fantastique.